bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Karine Lallieu. Bonjour. Bonjour. Et bonsoir. Échevine de la culture et du tourisme et députée fédérale PS. Alors parlerons d'abord de ce tourisme bruxellois. L'été a quand même été assez spectaculaire. Il a fait chaud, il a fait beau, il a fait très chaud même. Et on a dit que ça a plutôt bien marché. Foire du Midi, BSF, Bruxelles-les-Bains, les festivités du 21 juillet, les Diables Rouges. Il y en a eu pour tout le monde cet été. Il y en a eu pour tout le monde et c'est vrai que ça a très très bien marché. Tout le monde est content, l'Horeca est content, les Bruxellois sont contents parce que beaucoup d'activités, c'est aussi pour les Bruxellois, comme Bruxelles-les-Bains, comme évidemment les Diables Rouges que nous voulions fêter tous ensemble. Donc évidemment, là, ce sont des activités qui ont été dirigées vers les Bruxellois, mais par exemple, le tapis de fleurs, c'est plus de 20 000 personnes qui sont montées au balcon et des dizaines de milliers de personnes qui étaient pendant une semaine autour de la Grand Place et à Bruxelles, qui ont permis évidemment au secteur Horeca de fonctionner correctement. Mais ma préoccupation en tant qu'échevine de la culture, en tant qu'échevine bruxelloise et du tourisme, c'est de trouver un équilibre. Un équilibre entre les événements qui se passent au centre mais qui sont décentralisés, comme les Feux de la Queune, qui ont un succès retentissant. Et le dernier, c'est vendredi, venez, c'est magnifique. Et l'habitabilité du centre, c'est-à-dire faire en sorte que les Bruxellois aient encore envie de vivre au centre. Et je pense qu'on y parvient. En tout cas, on est toujours en dialogue et à l'écoute, tant évidemment du secteur touristique Horeca que des Bruxellois qui habitent au centre-ville. Est-ce qu'on est dans une progression du nombre de touristes? Alors, est-ce qu'on a rattrapé le nombre de touristes? Oui, on l'a rattrapé et heureusement pour tout le monde. On a rattrapé évidemment les années sombres, c'est-à-dire les années post-attentat de Paris et de Bruxelles. Et là, on les a rattrapés et on les dépasse même un peu vu le bel été que nous avons eu tous ici à Bruxelles. Alors, à propos de festivités, il faut beaucoup de sécurité, beaucoup de policiers pour ces festivités. Et votre bourgmestre se plaint du manque de policiers, un manque à cause du fédéral, d'après lui. Et pourtant, le syndicaliste Vincent Gide dit que c'est plutôt de la faute du côté de la ville qui, historiquement, n'engage pas assez de policiers. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est Philippe Claus ou est-ce que c'est le syndicaliste Vincent Gide? Évidemment, mon bourgmestre connaît sa ville et connaît sa police et connaît son chef de corps. Et le chef de corps tient le même discours que le bourgmestre. Depuis des années et depuis toujours, le recrutement est fédéral. Et le financement... L'examen, en fait, est fédéral. Oui. Non, tout le recrutement et toute la procédure de formation est fédérale. Et le financement des zones de police, il y a une partie du fédéral, mais il y a beaucoup de la part de la zone. Nous avons prévu 6,5 millions de budget supplémentaire bien évidemment, pour engager les 200 policiers qui nous manquent. Il nous manque 200 policiers. Mais le problème, c'est que le fédéral, nous envoie pas de nouvelles recrues. Et donc le problème est réellement fédéral et nous plaidons depuis des années pour que le recrutement soit plus efficace et puisse aussi profiter ce recrutement à des personnes qui habitent la ville, qui habitent nos quartiers, qui connaissent la ville et qui demain seraient policiers. Il ne faut pas diminuer la qualité de nos policiers, mais il faut permettre à tous nos jeunes de pouvoir aussi devenir policiers. Il faut remplir les cadres avant que les militaires quittent nos rues. Pour revenir à ce que dit le syndicaliste, il dit aussi qu'il y a finalement peu de personnes qui réussissent l'examen de policier. Parce qu'il faut parler les deux langues, par exemple, parce qu'il y a des exigences assez fortes et c'est finalement pas assez bien payé par rapport à d'autres métiers. Alors, ce que nous voulons et ce que la région bruxelloise va mettre en branle, c'est effectivement une formation préalable. C'est-à-dire prendre des jeunes qui ont la volonté de rentrer dans le métier d'agent de police pour pouvoir qu'ils soient compétitifs. Évidemment, dans le cadre de la formation et des examens. Faire en sorte qu'ils réussissent. Je pense qu'il faut une année de transition et faire en sorte qu'ils réussissent. Et ça, il faut effectivement que la région bruxelloise prenne ça à bras-le-corps. Parce que nous avons besoin de policiers. La sécurité, c'est pour tout le monde. C'est dans chaque quartier. Et comme le bourgmestre aime à le répéter, nous avons 4500 événements et manifestations par an sur la ville de Bruxelles. Et nous tenons aussi à ce que nos quartiers soient en sécurité. Donc nous demandons plus d'agents de police. Alors, sécurité, j'en viens au parc Maximilien. Et là, plusieurs questions se posent. Il y a votre collègue, Alain Courtois, qui avait dit que les migrants devaient quitter le parc Maximilien. Ça posait des problèmes d'insécurité dans le quartier. Est-ce que c'est une bonne solution? La solution pour qu'ils quittent les migrants, et nous l'avons dit à M. Courtois, mais nous l'avons dit au gouvernement fédéral depuis très longtemps, c'est qu'il y ait un centre d'orientation pour migrants en transit. Comme il y a à Paris, comme il y a à Amsterdam,
comme il y a dans toutes les villes que nous entourent. Ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est-à-dire que le fédéral, qui a la politique migratoire, c'est eux qui ont ces compétences, crée un centre où les migrants en transit soit demandent l'asile, soit effectivement ils sont là en transit et après ils partent où ils veulent. En attendant, vous savez ce qu'on a fait. La région bruxelloise a libéré 2 millions et la ville de Bruxelles a mis à disposition un bâtiment de 300 personnes. Et en attendant, la porte du Lys, nous gérons une compétence que nous ne devons pas gérer, mais nous voulons que ces gens, non seulement puissent vivre dans un minimum de dignité, mais aussi, à un moment donné, que les habitants du parc puissent aussi vivre évidemment dans un environnement sain. Il faut trouver une solution. Oui, mais la solution n'est pas au niveau communal, n'est pas au niveau régional. La solution, elle est avec un gouvernement MRNVA. Et Alain Courtois avait parlé des casernes. Eh bien, les casernes qui sont vides aujourd'hui puisqu'il y a moins de militaires, eh bien, j'attends que cette solution, par exemple, d'un centre d'orientation dans une caserne, soit réelle. Et en attendant, je continue à féliciter toute la plateforme citoyenne qui fait un travail extraordinaire depuis des années et tous les citoyens qui montrent leur solidarité envers ces migrants pour les accueillir et pour qu'ils puissent avoir une certaine dignité. Justement, à propos de la plateforme citoyenne qui gère cette porte du Lys, c'est parfois difficile de gérer ces populations parce qu'il y a à la fois des migrants, des transmigrants, mais aussi des sans-abri qui viennent. Et alors, il y a eu beaucoup d'interventions de la police ces derniers temps et des agressions même contre du personnel. Est-ce que là, il faut revoir aussi la manière de travailler à la porte du Lys ? Il ne faut pas revoir. Les relations entre la plateforme et la police sont des bonnes relations. Ça veut dire dès qu'il y a un problème, la plateforme téléphone à la police et la police agit. On ne cache pas les choses. On ne cache rien. Et vous savez, lorsqu'il y a 300 personnes, vous venez le dire, qui viennent d'un peu partout, il y a parfois des tensions. Comme il y a des tensions dans un festival, quand il y a des tensions, quand il y a une grosse réunion de personnes. Mais effectivement, on pallie à une non-politique du fédéral, à une politique totalement inefficace de M. Franken et de M. Michel. Et donc, s'il y avait un vrai centre d'orientation encadré par la Croix-Rouge, par les ONG, avec des vrais moyens, on n'en serait pas là. Et je fais toujours cet appel au niveau du gouvernement fédéral. Alors, pendant l'été, on a beaucoup parlé de cette mise en place au centre fermé de Stenokerzee, le fameux centre 127 d'habitation, pour accueillir des familles avec enfants. Et des familles, normalement, avant d'exécuter un ordre de quitter le territoire. Alors, pour le PS, il n'est pas question d'enfermer des enfants, même avec leur famille. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où des familles doivent quitter le territoire ? Ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que la Belgique s'est fait condamner. S'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'avant, elle enfermait les enfants. Parce qu'avant, nous enfermions les enfants. Et le PS était au gouvernement à ce moment-là. Et inacceptable. Vous êtes d'accord là-dessus ? On est d'accord, mais dès qu'on s'est fait condamner, on avait un outil pour dire à nos partenaires que plus jamais on enfermerait des enfants en Belgique. Ce que nous avons fait, nous n'avons plus enfermé d'enfants depuis 2009. Et qui, parce qu'on nous donne les leçons d'un autre côté, qui a refait une loi qui permettait d'enfermer les enfants, c'est évidemment le CDNV et le CDH. Et qui a voté cette loi ? Tous les partis, sauf le PS et Ecolo Groen. Voilà la base légale pour enfermer les enfants. C'est une politique inhumaine et une politique de la honte. Tous les psychologues vont vous dire qu'un enfant enfermé, c'est un enfant qui aura des séquelles durables. Ça, j'ai bien compris la position que vous défendez, mais que faut-il faire dans le cas de familles qui doivent partir ? Faire comme avant. Dans des Nous maisons avions ouvertes, plutôt. des maisons ouvertes. Il y avait 75% de réussite pour 25% d'échecs. Mais demandez les chiffres à M. Franken. Demandez une évaluation objective de la politique qu'il fait. Tout le monde dénonce sa politique pour dire qu'elle est inefficace. Alors au lieu de faire la politique populiste, électoraliste et surfer sur des enfants enfermés et les montrer au monde entier que nous aussi on enferme des enfants, ce qui est une honte pour la Belgique, eh bien il ferait mieux d'être efficace. Vous savez, nous, la police, arrête parfois des personnes sans papier qui ont 6, 7, 8 ordres quitter le territoire dans la poche, non exécutés. Et là, ce ne sont pas des familles, ce ne sont pas des enfants, ce sont juste des adultes. Il faut les exécuter, ces ordres. Et donc, à un moment donné, qu'on ait une politique efficace et pas une politique de tweet ou de communication. C'est ce qu'on demande à la ville de Bruxelles, c'est ce qu'on demande au PS, et une vraie évaluation de la politique de ces maisons ouvertes qui, selon moi, si on y investit et si on investit dans l'accompagnement de cette famille, eh bien, ce sera une politique efficace. Alors, il y a quand même, pour terminer sur ce point-là, il y avait quand même un paradoxe, parce que quand on a discuté de cette loi en 2011, vous rappeliez cela, avec les partis chrétiens plutôt à la manœuvre, le PS a proposé, un député, Rachid Madran, a proposé un amendement en prévoyant un délai quand même de 7 jours d'enfermement. Vous savez comment fonctionne un Parlement ? On savait qu'on était battu.
On a été battus sur le regroupement familial, on a été battus sur la naturalisation, c'était en affaires courantes, au moment où la droite, qui est à l'heure actuelle au pouvoir, aidée par le CDH, eh bien, faisait toutes des lois sur l'initiative déjà de M. Franken, qui était parlementaire. Et donc, nous, à un moment donné, on savait qu'on était battus. Et on a essayé de dire, dans votre loi, c'est un temps illimité. On pourrait enfermer les enfants pendant des durées illimitées dans un centre, ce qui est totalement inacceptable. Et M. Madran, il a dit, mais il a essayé au moins d'amener un amendement pour limiter dans le temps. Et même ça, le CDH l'a rejeté. Mais vous l'auriez accepté en disant que c'était sans doute... Ou non, parce que la loi au global, on a mis un amendement, mais la loi au global ne nous convenait pas, évidemment. On était condamnés par l'Europe, on a été condamnés par le Conseil de l'Europe, par la Cour européenne des droits de l'homme, et nous serons de nouveau condamnés. C'est totalement inhumain. Alors, Charles Michel et l'EMR critiquent de nombreuses associations, comme la Ligue des droits de l'homme, le CAL, le CIRE, je ne parle pas des syndicats, des mutualités socialistes, mais de rouler pour le PS. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pilotez ces associations? Est-ce que vous, par exemple, c'est vous qui avez convaincu le CAL de dire que la dépénalisation de l'avortement, enfin le texte du gouvernement, n'était pas suffisant? C'est la pratique de ce gouvernement MR-NVA. Tout qui n'est pas d'accord avec eux sont à la solde du PS. C'est un peu court et c'est quand on n'a plus d'arguments. Le CAL est une organisation totalement indépendante et je rappelle qu'il y a dans son CA beaucoup, et même des membres du cabinet de M. Michel. Qu'on arrête de dire ça, qu'on mette des éléments face aux éléments que disent le CAL. Il y aura une grosse manifestation le 9 septembre pour les droits des femmes. La caravane des femmes. La caravane des femmes. J'espère qu'il y aura énormément de femmes, mais énormément d'hommes, parce qu'il s'agit de droits des femmes. Aujourd'hui, la proposition de loi que met la majorité sur la table est un retour en arrière. Il reconforte la pénalisation des femmes qui avortent. Il reconforte effectivement la pénalisation des médecins. Il ne change rien au niveau du délai de réflexion, au niveau des semaines dans lesquelles on peut avorter. On sera un des pays les plus en retard par rapport à la dépénalisation de l'avortement. Et donc, je trouve ça inacceptable. Parce que nous avons une majorité au Parlement pour la dépénalisation réelle, et pas la dépénalisation à l'AMR de l'avortement. Il y a une majorité dans la population, 85% de la population est d'accord pour la dépénalisation de l'avortement. Regardez, c'est comme l'Argentine. L'Argentine, la population était d'accord, le Parlement était d'accord, et les sénateurs, les seniors, conservateurs et l'Église ont imposé leur vue. Eh bien, c'est comme en Argentine, une minorité impose aujourd'hui sa vue à une majorité. Merci Karine Lalliot. On entendra un autre son de cloche demain avec Valentine Deloire du MR. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. À demain.